Il y a des silences qui en disent plus que les cris, des lieux où chaque objet semble attendre que l'on découvre son secret. Ce soir, une maison oubliée, un rire étouffé, un passé qui réclame justice. Le mystère t'appelle. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutas-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prêtez, entrons dans l'histoire. C'était par une matinée de fin septembre, alors que Londres s'éveillait sous une brume légère, que Poirot reçut une lettre au papier crème, épais et parfumé, dont l'écriture courbe trahissait une main féminine, assurée mais vieillissante. Il la lut en silence, sans lever les yeux, puis me la tendit d'un geste bref, tout en ajustant la pliure exacte de sa serviette de table. « Mon cher Hastings, dit-il, je pense que cette semaine sera instructive. » La lettre émanait d'une certaine Madame de Rouville, propriétaire d'une pension de famille située à Capestrel, sur la côte d'Azur. Elle y conviait Poirot à séjourner quelque temps, pour le plaisir de converser avec un esprit aussi subtil, écrivait-elle, mais l'invitation portait entre les lignes une nuance d'urgence délicate, à peine perceptible. « Et pourquoi moi ?» demandai-je, intrigué. « Parce que, mon ami, les esprits fins aiment être observés par des yeux qui les comprennent. Et elle m'offre une chambre avec vue sur la mer. N'est-ce pas là une manière charmante de dire « Venez élucider l'ombre derrière mes murs blancs ?» Et ainsi, quelques jours plus tard, nous quittions Londres pour rejoindre cette pension, dont je ne soupçonnais pas encore combien les rires en façade allaient nous mener tout droit vers une tragédie soigneusement dissimulée. La maison se dressait, à flanc de colline, immaculée sous le soleil méditerranéen, entourée de citronniers et de lauriers roses, mais quelque chose, dès notre arrivée, troubla mon regard. Il y avait, dans l'air même de la pension, un excès d'allégresse, comme si le lieu se refusait obstinément à la gravité. Chaque recoin semblait vouloir chasser l'ombre par une plaisanterie, un objet incongru ou un éclat de rire suspendu. Le couloir menant aux chambres était décoré de caricatures, de masques de théâtre et de cadres anciens où figuraient des visages rieurs, mais tous me semblaient sourire trop largement, comme pour masquer autre chose. Même les tapis paraissaient vouloir étouffer les pas graves. Je souffris, je l'avoue, d'un malaise discret. Peut-être était-ce simplement la transition trop brutale entre le brouillard londonien et cette façade baignée de lumière. Peut-être était-ce davantage. Poirot, lui, restait calme, impassible. Mais je vis son œil s'attarder sur une sculpture représentant un bouffon dont le sourire figé semblait contenir un cri. Nous fûmes accueillis dans le salon par Madame de Rouville en personne. Veuve à l'élégance, un peu défraîchie, elle portait un châle violet brodé d'or et nous adressa un sourire à la fois chaleureux et trop bien réglé. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, quel honneur! Ici, tout le monde joue un peu la comédie. Je suis sûr que vous saurez l'apprécier. » Les autres résidents nous furent présentés tour à tour, comme dans une distribution de théâtre. Il y avait Gaspard Meillon, le gestionnaire de la pension, un homme discret, toujours prêt à rendre service, mais dont le regard évitait les silences. Il semblait incarner la neutralité même, ce qui, chez moi, éveilla aussitôt une forme de méfiance. Lucette Brion, ancienne chanteuse d'opéra, était une femme aux gestes flous, au maquillage trop appuyé, dont l'alcoolisme mal dissimulé n'atténuait en rien l'étrange lucidité de certaines de ses remarques. Elle nous salua d'un rire rauque avant de s'éclipser vers le bar. Puis vint Arnaud Plessis, un jeune caricaturiste aux yeux mobiles, nerveux, qui gribouillait constamment dans un carnet qu'il dissimulait sitôt qu'on l'approchait. Il parlait peu, mais observait beaucoup. Enfin, Clémence Laville,
une ancienne comédienne de cabaret à l'élégance sombre, nous fit une révérence exagérée, ponctuée d'un rire clair qui sonnait faux. Elle nous parut à la fois présente et absente, comme si sa vraie vie se jouait ailleurs, peut-être dans une autre époque. Tous avaient quelque chose d'artificiel. Et pourtant, dans cette mascarade, Poirot semblait parfaitement à l'aise. Le soir même, après un dîner agrémenté de saillies mondaines et de calembours fatigués, les pensionnaires s'installèrent dans le salon. Un silence solennel s'installa, étrange, dans un lieu dédié au rire. Madame de Rouville se leva, marcha jusqu'à un meuble bas, en sortit un vieux tourne-disque et un vinyle noir étiqueté à la main, rire choisi, volume 1. La musique ne vint pas. À la place, des éclats de rire, des rires d'hommes, de femmes, de tous âges, parfois étouffés, parfois tonitruants. Mais aucun n'était sincère. Tous sonnaient comme des masques sonores. Les pensionnaires restaient là, immobiles, un sourire figé sur les lèvres, comme s'ils participaient à un rite. Je jetai un regard à Poirot. Il observait, sans ciller, les visages de chacun. Puis il me souffla. « Mon cher Hastings, il n'y a rien de plus dangereux qu'un rire qui refuse de mourir. » Au matin, Poirot demanda à prendre son petit déjeuner sur la terrasse. Je l'y rejoignis, emportant un croissant tiède et mon scepticisme encore endormi. « Tu les as vus, Hastings ?» dit-il, sans préambule. « Les pensionnaires ? Des artistes, ou du moins des gens qui aiment le paraître. » Il hocha la tête, pensif. « Tout est représentation ici, mais derrière chaque sourire, il y a un pli qu'on veut dissimuler. Ce disque, ces tableaux, ces rires répétés, ce sont des rideaux. Et quand on tire un rideau, qui trouve-t-on ? » Je ne sus que répondre. Il poursuivit. « Madame de Rouville nous a invités non pas pour résoudre un crime, mais pour prévenir ce qui s'annonce comme une pièce tragique, une pièce dont le dernier acte reste à écrire. » Je le regardais longuement. Il n'avait rien d'alarmé, et pourtant, son calme était celui d'un homme qui pressent la tempête. Ce jour-là, je compris que cette maison ne contenait pas simplement des artistes vieillissants. Elle contenait des spectres en devenir et un mystère encore tapi dans l'ombre d'un éclat de rire. Ce soir-là, le dîner se prolongea bien au-delà de l'heure habituelle, rythmé par les anecdotes mordantes de Lucette, les moqueries complices de Madame de Rouville et les rires nerveux d'Arnaud, qui semblait incapable de poser son crayon plus de 2 minutes. Clémence, ce soir-là, brillait d'un éclat d'étrange. Plus vive que d'ordinaire, elle lançait des réparties mordantes, parfois cruelles, avec une énergie presque fébrile. Je me souviens d'avoir pensé qu'elle cherchait à étourdir la pièce de sa voix, comme pour masquer une angoisse que seule elle percevait. Puis, comme la veille, la maîtresse de maison sortit son précieux vinyle. Les pensionnaires s'immobilisèrent, et les rires enregistrés emplirent de nouveau la pièce. Mais cette fois, quelque chose clochait. Je le sentis d'abord chez Poirot. Il avait penché la tête de côté, les yeux fixés sur Clémence, dont le sourire, figé dans une mimique comique, ne suivait pas les éclats de rire. Il y avait chez elle une tension dans la mâchoire, une crispation dans les mains, une lassitude aussi, que personne ne semblait vouloir remarquer. Lorsque le disque s'arrêta, Clémence se leva, prétexta une migraine et quitta la pièce d'un pas qui n'avait plus rien de théâtral. Poirot, sans un mot, la suivit du regard. Ce fut ce silence, et non celui du vinyle, qui me fit frissonner. Le lendemain matin, il faisait encore sombre lorsque l'on entendit le cri. Un cri strident, brisé, émis par Lucette, que l'on avait retrouvé évanoui près de la salle de musique. Nous nous précipitâmes, le cœur battant, et ce que nous découvrîmes alors ne s'effacera jamais de ma mémoire. Clémence Laville,
gisait sur le sol, à demi affaissé contre le piano droit, ses bras étendus de chaque côté comme une marionnette sans fil. Son visage, tourné vers le plafond, affichait un rictus figé, dérangeant, presque grotesque. Ses yeux étaient ouverts, fixes, et dans le silence absolu de la pièce, le gramophone tournait encore. Un rire continu, mécanique, grotesque, envahissait l'espace comme une moquerie venue d'outre-tombe. Poirot s'agenouilla doucement, sans toucher le corps, examinant les contours immédiats. Pas de traces de lutte, aucune blessure apparente. Une coupe vide était posée sur la table basse, à côté d'un foulard violet chiffonné. Gaspard Meillon arrive le premier, suivi de Madame de Rouville. Tous semblèrent frappés d'une stupeur réelle, mais aussi, je l'ai remarqué, d'un léger soulagement que quelqu'un d'autre et non eux soit la victime. Le médecin local fut appelé. Quelques minutes plus tard, il confirma ce que tous espéraient entendre. Arrêt cardiaque, sûrement foudroyant. Mais Poirot ne bougea pas. Il observait encore le gramophone, dont il coupa lui-même le son. Le rire s'éteignit, enfin. Puis, lentement, il murmura « Non, Hastings, ce n'est pas ainsi que les choses doivent finir. » Alors que tout le monde s'employait à disperser le choc par des propos rassurants et des gestes mécaniques, je restais près de Poirot. Il n'avait pas quitté la salle depuis la découverte du corps, et ses yeux suivaient encore les moindres détails de la scène, comme s'il écoutait une musique que nous n'entendions pas. « Un arrêt cardiaque, dis-tu » me glissa-t-il, sans ironie, mais avec une distance froide. C'est l'avis du médecin. Elle avait peut-être un antécédent, une faiblesse. Peut-être, mon ami, mais regarde autour de toi, tout ici est trop propre, trop en place, trop prêt à être regardé. Je regardais à mon tour. Rien ne semblait déplacé. Le tapis était droit, les rideaux tirés avec soin, la lampe allumée mais tamisée. Et pourtant, je compris ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas ce que l'on voyait, mais ce que l'on ne voyait pas. Le manque de désordre, dans une mort pourtant soudaine, créait un malaise invisible mais palpable. Poirot se leva enfin et déclara simplement « Je veux parler à chacun, Hastings, mais surtout, je veux entendre ce qu'ils ne diront pas. » Ce fut moi qui le premier remarquai l'anomalie. « Poirot, avez-vous vu cette chaise ?» demandai-je. Il tourna la tête. La chaise sur laquelle Clémence s'était peut-être assise, avant de mourir, était tournée légèrement vers le mur, comme si elle avait été déplacée, puis remise presque à sa place. « Presque », murmura Poirot. Il s'agenouilla de nouveau, caressa du doigt le pied de la chaise. Une trace de frottement sur le parquet, très fine, indiquait que quelqu'un l'avait en effet déplacée. Mais pourquoi la replacer? Pour que nous ne remarquions rien, mon ami. Et c'est là que le piège se referme, car lorsqu'on cherche à rendre le désordre invisible, on laisse une empreinte plus éloquente qu'un cri. Je le regardais, saisi par le calme implacable de son raisonnement. Une pensée naquit alors en moi, désagréable et insistante. Cette mort n'était pas un accident, et si elle était une mise en scène, nous étions revenus dans la chambre de Clémence, à la demande de Poirot, qui, sans mot dire, s'était mis à examiner les lieux avec cette minutie silencieuse que je lui connaissais bien. Il ouvrit les tiroirs avec délicatesse, s'arrêta devant la coiffeuse et s'agenouilla enfin près du lit. Ce fut là qu'il découvrit, glissé sous le sommier, un objet que je n'aurais jamais songé à chercher. Un masque de théâtre en carton rigide, blanchi à la chaux, dont la surface était fendue, comme fêlée par le temps ou la colère. Poirot le tint entre ses doigts, comme s'il manipulait une relique sacrée. « Tiens, Hastings, que cache-t-on derrière un masque si l'on dort avec ?» Je haussai les épaules. Une peur, peut-être,
Ou une mémoire que l'on ne veut pas voir s'effacer dans le miroir. Il glissa le masque dans son mouchoir soigneusement plié et le rangea dans sa poche. Cette femme portait plus d'un rôle en elle, et je crains que nous n'ayons encore vu que le plus flatteur. Et déjà, son regard s'orientait vers la malle en bois, à demi ouverte, au pied du lit. La malle était ancienne, couverte de vignettes d'hôtels parisiens défraîchis, de stations thermales oubliées. Poirot l'ouvrit lentement, révélant un bric-à-brac hétéroclite, costume de scène, plumes fanées, éventail cassé, et tout au fond, une liasse de papier jauni. Parmi eux, un article de journal replié en 4. L'encre était pâlie, mais les mots, eux, avaient conservé toute leur charge. Tragédie au théâtre des Colombes. Le ténor Julien Montfort se donne la mort après une rupture publique avec l'actrice Isabelle Montfort, sa sœur. Je levai les yeux. Isabelle Montfort? Ce n'était pas le nom de Clémence? Non, répondit Poirot avec calme. Ce n'était pas le nom qu'elle utilisait ici, mais c'était peut-être le premier, le plus ancien, celui d'avant la douleur. L'article poursuivait. On évoquait une liaison scandaleuse entre Isabelle et un homme marié, une carrière brisée par les murmures, et la descente aux enfers d'un frère trop sensible pour supporter l'humiliation publique. Je sentis un frisson me parcourir. Cela expliquerait sa solitude, ses silences, ce regard parfois ailleurs. Poirot replia l'article avec soin. Et si la pension n'était pas qu'un refuge? Et si c'était un théâtre construit pour une dernière représentation? Je n'osais pas répondre, car déjà, j'entendais les rires passés se transformer en murmures. Le lendemain matin, Poirot entreprit de s'entretenir discrètement avec les pensionnaires, prétextant des condoléances, des souvenirs à partager. Mais je compris vite qu'il cherchait bien plus que de la compassion. « Dites-moi, Arnaud, lança-t-il au jeune caricaturiste, vous connaissiez Clémence depuis longtemps. » L'homme hésita. « On s'est croisés à Montparnasse, il y a quelques années. Elle ne s'appelait pas encore Clémence. Je crois qu'elle utilisait un autre prénom. Isabelle, peut-être. » Poirot ne réagit pas immédiatement, mais son regard s'assombrit d'un pli à peine visible. Avec Lucette, ce fut plus flou. Entre deux phrases embrouillées, elle murmura. Isabelle, c'était elle, oui. Elle chantait les airs tristes, toujours ces mêmes airs, comme si elle attendait que quelqu'un les reconnaisse. Et Madame de Rouville, d'un ton presque irrité. Elle a changé de nom plusieurs fois. C'est courant dans notre milieu. On laisse tomber l'ancien pour que le nouveau brille davantage, mais Poirot, loin de se satisfaire de cette remarque, répondit doucement. Parfois, on change de nom pour survivre. D'autres fois, c'est pour mourir un peu avant l'heure. Je vis alors que tous l'avaient connu, de près ou de loin, sous un autre visage. Tous, d'une manière ou d'une autre, avaient accepté le mensonge de Clémence, comme s'ils en portaient chacun une part. Et cela, plus que tout, me glaça. Non pas qu'ils aient ignoré son passé, mais qu'ils ayant, collectivement, décidé de le taire. Comme une troupe de comédiens suivant le même scénario. À mesure que la journée avançait, je ressentais un poids croissant dans l'atmosphère de la pension. Le soleil était encore là, la mer toujours aussi bleue, et pourtant, tout me paraissait voilé, comme recouvert d'un filtre invisible. Les pensionnaires me se croisaient dans les couloirs sans échanger un mot. Les éclats de voix avaient disparu. Le disque des rires ne résonnait plus. Même les objets semblaient avoir cessé de prétendre. « Hastings », me souffla Poirot, « la vérité n'est pas ce que l'on dit. C'est ce que tout le monde s'efforce de ne pas dire. Il n'y avait plus de blagues, plus de jeu d'esprit, plus de verre levé. On se tenait à distance,
comme si une contagion invisible menaçait chacun de ceux qui avaient, un jour, croisé Isabelle Montfort. Et dans ces silences bien rangés, j'entendis naître une autre forme de rumeur, celle d'un passé refoulé qui cherchait, lentement, à se frayer un chemin. Poirot, lui, observait toujours. Il n'avait pas encore annoncé son verdict, ni même ses soupçons. Mais je le connaissais assez pour savoir qu'il savait déjà que cette histoire n'avait rien d'un hasard, et qu'un souvenir, peut-être, allait tuer une seconde fois. Après le départ du médecin, Poirot me demanda de le rejoindre dans le petit salon, déserté depuis la veille. Il s'installa dans le fauteuil près de la cheminée, les doigts croisés sous le menton, et me regarda longuement, comme s'il attendait que je parle le premier. « Alors, Hastings, qu'avez-vous vu ?»« J'ai vu. De la peur, dis-je, mais aussi quelque chose d'encore plus étrange, du soulagement. » Il hocha doucement la tête. « Exactement. Ce n'est pas une mort qui a ébranlé la maison, mon ami. C'est le fait qu'elle ait mis fin à quelque chose, un silence trop lourd à porter. Il faut désormais que nous regardions chacun, non pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il évite. » Nous dressâmes une liste. 4 noms ressortaient, chacun pour une raison différente, mais tous liés à Clémence, ou plutôt à Isabelle Montfort. Arnaud Plessis, nerveux, fuyant, dont les croquis avaient arrêté de naître depuis la mort. Madame de Rouville, trop parfaite dans sa version des faits. Gaspard Meillon, impassible, presque vide. Et Lucette Brion, dont les mots glissaient entre vin et mémoire. Il joue une pièce, Hastings, mais qui a écrit le dernier acte, voilà ce qu'il nous faut découvrir. Et il se leva, prêt à confronter les comédiens. Je retrouvai Arnaud dans le jardin d'hiver, assis devant une page blanche. Pour la première fois depuis notre arrivée, son carnet était fermé, son crayon posé à côté, inutilisé. Un matin sans dessin, lançai-je, tentant une approche amicale. Il haussa les épaules. Je n'ai pas le cœur à ça. Poirot entra à son tour, sans bruit, et prit place à quelques pas de lui. « Vous étiez proche de mademoiselle Laville ?» demanda-t-il doucement. Arnaud détourna le regard. Assez. Elle était généreuse, mais elle ne disait jamais rien de vrai. Elle parlait toujours en parabole, comme dans une pièce qu'elle aurait écrite elle-même. Poirot observa le jeune homme quelques secondes, puis ajouta « Vous aviez peur d'elle ?» Arnaud sursauta presque. Un mince sourire amer effleura ses lèvres. Elle pouvait être cruelle, vous savez, pas physiquement, mais avec ses mots. Elle savait exactement où viser. Il s'arrêta, puis conclut. Je crois que j'avais peur qu'elle me voie comme je suis, pas comme je prétends être. Il se leva et quitta la pièce, laissant le carnet ouvert sur la table. Une page griffonnée y figurait une silhouette féminine, au sourire fendu. Poirot le referma sans un mot. Nous trouvâmes Madame de Rouville dans la bibliothèque, feuilletant un recueil de poèmes sans vraiment le lire. Elle nous accueillit d'un sourire affable, mais je remarquai aussitôt que ses mains tremblaient légèrement. « Vous connaissiez Isabelle Montfort avant qu'elle ne soit Clémence Laville, n'est-ce pas ?» demanda Poirot, d'un ton si courtois qu'il en était presque désarmant. Elle referma le livre avec soin. « Oui, j'ai connu la comédienne, l'amie, et la femme brisée, mais je n'ai jamais su laquelle elle était vraiment. » Poirot la fixa. « Et pourtant, vous êtes donc bien silencieuse depuis sa mort. Parce que le silence évite les erreurs, monsieur Poirot. Les mots peuvent condamner. » Je sentis le frisson passer. Sa voix, bien que douce, portait une tension presque palpable. « Mais vous avez tout vu, n'est-ce pas ?» ajouta Poirot. « Tout observé, sans intervenir. Pourquoi ?» Elle répondit, sans détourner les yeux. « Parce que j'attendais de comprendre si elle était venue pour punir
ou pour mourir. Puis elle reprit son livre et nous congédia poliment. Le gestionnaire nous attendait déjà dans son bureau, une tasse de thé à la main. Il nous fit asseoir, avec cette politesse calme qui me déstabilisait depuis le premier jour. « Clémence avait des raisons de vous en vouloir », demanda Poirot d'un ton paisible. Gaspard parut surpris, puis haussa légèrement les épaules. Je gérais la maison, elle était cliente, nous n'avions pas de lien profond. Poirot ne dit rien. Il observait. « Vous n'avez pas été troublé par sa mort ?» Gaspard soupira. « Je suis triste, bien sûr, mais je suis aussi pragmatique. Il faut penser aux autres pensionnaires, à la réputation de la maison. » Ce fut là que Poirot intervint, très lentement. « Et à votre passé, monsieur Meillon. Un passé judiciaire, peut-être. Oublié ?» Le gestionnaire blêmit à peine. Il reposa sa tasse. « Vous vous trompez de piste, monsieur Poirot. » Mais sa voix, pour la première fois, tremblait légèrement. Poirot ne répondit pas. Il avait déjà compris que sous cette façade irréprochable dormait une autre histoire. Nous retrouvâmes Lucette sur la terrasse, une bouteille entamée à ses côtés, les yeux perdus dans la mer. « Il y a des vérités qu'on ne chante plus », dit-elle en nous voyant approcher. Poirot s'assit lentement. « Vous saviez qui elle était, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. Je l'ai reconnue dès le premier soir. Sa voix avait changé, mais pas ses silences. Poirot l'interrogea du regard. « Elle vous faisait peur ?» ?»« Non, elle me faisait honte. » Lucette se pencha, comme si elle parlait à elle-même. « J'ai été témoin de la chute, à Paris. J'étais là, quand son frère. » Enfin, vous voyez. Elle éclata d'un rire sec, puis ajouta. Elle n'est jamais venue ici pour se reposer. Elle attendait le bon moment pour que quelqu'un paie. Et elle a choisi son théâtre. Elle était toujours très bonne pour les derniers actes. Elle vida son verre. Mais même les actrices les plus douées ne savent jamais comment s'arrêter. Et elle tourna les yeux vers l'intérieur de la maison. Ce soir-là, Poirot et moi marchions dans les couloirs, silencieux. La pension semblait contenir son souffle. Aucun éclat de voix, aucun rire n'émanait des pièces. Même le gramophone était resté muet. « Ils mentent tous », murmurai-je. « Non, Hastings, ils jouent. » Et parfois cela revient au même. Il s'arrêta devant la porte du salon, la main sur la poignée. Mais un comédien peut oublier son texte, et c'est à ce moment-là que l'on voit enfin l'acteur sous le rôle. Il entra, sans frapper. Tous les pensionnaires étaient déjà là, réunis sans qu'on ne les y ait invités. Poirot les regarda un à un, pas pour les accuser, mais pour les observer, jusqu'à ce que l'un d'eux cligne des yeux au mauvais moment. « Demain, Hastings, nous mettrons en scène notre propre pièce, une pièce sans décor, sans masque et sans applaudissements. » Je comprenais à présent que nous n'étions pas là pour résoudre un simple meurtre. Nous étions là pour lever le rideau sur une vengeance. Ce soir-là, alors que nous remontions lentement vers nos chambres, je m'arrêtai à la porte de la mienne, puis me retournai vers Poirot. « Il va partir, » dis-je. Il me regarda sans surprise. « Arnaud ?» ?»« Oui. Il était sur la terrasse au crépuscule, une valise à moitié remplie à ses pieds. Quand il m'a vu, il l'a repoussée du pied comme si elle n'existait pas. » Poirot croisa les bras, pensif. « Et vous pensez qu'il est coupable ?» Je baissai légèrement la voix. « Peut-être pas coupable, mais il cache quelque chose, j'en suis sûr. Il était nerveux, fuyant, il ne mange presque plus, et il m'évite depuis la mort de Clémence. » Poirot se frotta le menton, pensif. « C'est un jeune homme fragile, influençable, et Clémence, ou plutôt Isabelle, avait l'art d'attirer ceux qui doutaient d'eux-mêmes. »« Justement, répondis-je, et si elle l'avait mené trop loin,
Si elle l'avait menacé de révéler quelque chose, il ne répondit pas tout de suite. Puis, comme s'il confirmait mes pensées, « Demain matin, nous irons voir ce qu'il tente de fuir. Mais rappelez-vous, Hastings, l'innocence fuyante est parfois plus sincère que la culpabilité c'est immobile. » Je me couchais cette nuit-là, avec le nom d'Arnaud, battant contre mes tempes, comme un mot qu'on ne veut pas entendre, mais qu'on n'arrive plus à ignorer. Le lendemain matin, sur l'insistance de Poirot, ou plutôt son intuition déguisée en suggestion, je demandai à Gaspard Meillon l'accès à la chambre d'Arnaud, prétextant un inventaire avant son éventuel départ. Il accepta sans discuter. La chambre était modeste, rangée à l'excès, comme si elle avait été préparée pour une inspection. Mais Poirot savait où regarder. Il s'approcha du secrétaire, examina les interstices du tiroir supérieur, puis y glissa son ongle. Un cliquetis sec se fit entendre. Une planche dissimulée céda. Il en sortit une enveloppe, usée sur les bords, fermée d'un ruban noir, sans cachet. À l'intérieur, lettres, 5 au total. Toutes de la même main, féminine, souple, toutes signées C. Je lus les premières lignes. Elles n'étaient pas explicites, aucun mot direct, mais des phrases détournées, énigmatiques. Oh, tu me dessines pour mieux m'oublier. Mais moi, je t'écris pour que tu ne t'échappes pas. Ou encore, le masque que je porte te fait peur, mais tu n'as jamais demandé pourquoi je le garde. Elles étaient amants, soufflai-je. Poirot ne dit rien. Il sortit la dernière lettre, plus courte, presque sèche. Demain, je parlerai, ou tu parleras avant moi. Elle savait quelque chose, ajoutai-je, et il avait peur qu'elle le révèle. Ou bien elle mettait en scène sa dernière provocation, répondit Poirot. Elle n'était pas tendre, Hastings, et lui, il n'était pas prêt. Il remit les lettres dans l'enveloppe. Il faut maintenant qu'il nous parle. Sans se cacher derrière le silence de Clémence, nous retrouvâmes Arnaud dans le jardin, les yeux cernés, le souffle court, comme s'il avait couru toute la nuit sans jamais sortir de la maison. Quand Poirot lui montra les lettres, il pâlit, mais ne détourna pas les yeux. « Oui, dit-il, je les ai écrites. Et oui, j'étais avec elle. Elle me fascinait, me détruisait. Elle disait que j'étais un artiste faible, que mes dessins n'avaient pas de vérité. Et elle avait raison. Vous l'aimiez ? » Il haussa les épaules. Je ne sais pas. Par moments, je la haïssais. Et puis elle riait, et tout recommençait. Il s'interrompit, puis reprit. La dernière lettre, elle voulait que je parle. Elle disait qu'elle dirait à tout le monde ce qu'elle savait, que j'avais été mêlé à son passé à Paris, que je l'avais abandonnée au moment le plus dur. Et alors j'ai pris peur, j'ai préparé mes affaires. Je n'avais rien fait, mais j'étais trop lâche pour affronter ce qu'elle allait dire. Il passa une main dans ses cheveux. Mais je ne l'ai pas tuée, je vous le jure. J'étais dans ma chambre cette nuit-là, à ne pas dormir, à l'écouter rire, encore une fois, dans ma tête. Poirot ne dit rien. Mais je sentis que quelque chose, dans cette confession, ne collait pas. Trop sincère, peut-être. Ce fut plus tard, dans le salon, que Poirot choisit d'aller plus loin. Il invita Arnaud à s'asseoir, lui offrit un café, puis reprit les lettres. « Je crois que vous dites vrai, mais je crois aussi que vous ne dites pas tout. » Arnaud se tendit. « Je vous ai tout raconté. » « Non, vous m'avez raconté ce que vous pouviez supporter de dire, mais pas ce que vous redoutez encore d'avoir pensé. » Il posa une à une les lettres devant lui. « Dans cette dernière lettre, Clémence ne vous accuse pas. Elle vous défie. Elle vous pousse dans vos retranchements. Elle voulait que vous réagissiez, et vous avez fui. » Arnaud serra les poings. « Oui, j'ai fui. » Poirot pencha la tête. Mais quelqu'un, lui, n'a pas fui. Quelqu'un a répondu à ce défi.
Il se leva. Et ce n'était pas vous. Arnaud releva les yeux, et pour la première fois, je vis un soulagement sincère dans son regard. Il n'était pas innocent par bravoure, mais par incapacité. Poirot tourna les talons. Il avait refermé la scène, mais pas l'acte. Le lendemain matin, Poirot me fit signe de le suivre sans bruit. Nous montâmes par l'escalier de service, longeant un couloir étroit aux murs ternis. Il ne dit mot, mais je sentais, à sa manière de poser les pieds, qu'il était déjà en possession d'un indice, même si je n'en devinais pas encore la nature. Nous atteignîmes le grenier de la pension, un lieu rarement mentionné, encore moins fréquenté. Gaspard Meillon, lorsqu'on l'avait questionné la veille, l'avait qualifié de « débarras poussiéreux ». La porte grinça légèrement. À l'intérieur, une odeur de bois sec, de vieux tissus et de souvenirs oubliés emplissait l'air. Poirot inspecta les étagères, les malles éventrées, les cartons aux étiquettes illisibles, puis il s'accroupit devant une boîte à chaussures empoussiérées, ornée d'un autocollant craquelé, disque, bobine, Clémence. Il l'ouvrit. À l'intérieur, parmi de vieilles photographies, des rubans de soie et des partitions manuscrites, reposait une cassette audio, étiquetée à l'encre bleue. Dernier rire, 1902. Je fronçai les sourcils. Cela ne peut pas être un enregistrement de 1902, dis-je. Non, répondit Poirot en observant l'écriture. Mais elle voulait que cela en ait l'air. Il se releva, tenant la cassette, comme on manipule une pièce à conviction. Nous allons écouter ce que Clémence souhaitait transmettre ou dissimuler. Et déjà, il redescendait les marches, lentement, comme s'il savait que le passé l'attendait en bas. De retour dans notre chambre, Poirot inséra la cassette dans le magnétophone que la pension mettait à disposition de ses pensionnaires. Le mécanisme cliqueta. Un souffle blanc précéda les premières secondes. Puis, le rire. Un rire clair, féminin, sans contexte. Pas un rire de joie, mais une vibration nue, presque forcée. Puis un second, plus grave. Et un troisième, entrecoupé d'un tout-sautement. Je reconnus la voix de Clémence, sans hésitation. Et pourtant, il y avait quelque chose d'artificiel dans le ton, comme si elle imitait une version d'elle-même. « Écoutez, » dit Poirot, « ce n'est pas une conversation, c'est une composition. » Puis vint une pause, un cri. Pas un cri de théâtre, ni un cri d'effroi, un cri court, étranglé, qui fit se tendre mon estomac. Ensuite, plus rien. Silence. Pas même le grésillement de la bande. Comme si quelqu'un avait volontairement coupé l'enregistrement après ce point. Poirot éteignit l'appareil. Ce n'est pas une cassette oubliée, Hastings. C'est une cassette laissée, un message en costume d'énigme. Un avertissement ou un piège, car si quelqu'un d'autre savait ce qui s'y trouvait, alors il ou elle avait tout intérêt à empêcher sa diffusion. Il reposa la cassette sur la table. Clémence préparait quelque chose, et quelqu'un, ici, a voulu lui faire taire son dernier rire. Poirot convoqua Madame de Rouville dans la bibliothèque peu après le déjeuner. Elle arriva, coiffée à la perfection, mais les mains tremblantes. Sans un mot, Poirot lança la cassette. Elle écouta, en silence, jusqu'au cri. Puis, elle ferma les yeux. « C'était un montage ?» dit-elle enfin. Je l'ai aidée à le faire. C'était théâtral. Elle voulait produire un effet, créer un malaise, comme elle disait. Poirot resta impassible. Dans quel but? Elle hésita, puis, pour évoquer la mémoire, pour que ceux qui avaient oublié se souviennent, ou pour réveiller des remords, elle baissa les yeux. C'était une femme blessée, Monsieur Poirot. Elle n'attendait pas justice. Elle attendait un frisson. Poirot incline légèrement la tête. Et ce cri, il venait d'une autre bande, un enregistrement d'opéra, je crois. Elle l'a inséré elle-même.
Je remarquai alors que ses yeux, malgré leur fatigue, ne fuyaient pas. Elle n'avait pas tué. Elle avait simplement préparé la scène, et dans ce théâtre-là, elle n'était que régisseuse. Alors qu'elle avait quitté la pièce, Poirot resta quelques instants immobile, les doigts posés sur la table comme un pianiste silencieux. « Elle dit vrai », souffla-t-il. Mais elle ne dit pas tout. Je l'interrogeai du regard. Elle n'a pas tué, mais elle savait que Clémence manipulait les symboles du passé avec une précision cruelle. Elle l'a laissé faire, comme on laisse une tragédie se rejouer pour voir si la fin change. Je m'approchai de la cassette. Et si quelqu'un avait entendu cet enregistrement avant nous? Alors ce quelqu'un a compris que Clémence allait lever le rideau, et il a préféré l'éteindre avant que la lumière ne vienne. Il fit une pause. Ce n'était pas un cri de peur que nous avons entendu. C'était un cri de théâtre, mais le meurtre, lui, n'a rien d'une mise en scène. Il rangea la cassette dans un mouchoir. Nous avons l'écho. Maintenant, il nous faut la voix. Et en silence, nous quittâmes la pièce, avec le sentiment que l'ombre planant sur la pension venait de prendre corps. Ce fut Poirot lui-même qui proposa, dans un élan que je jugeais d'abord incongru, de prendre un verre avec Lucette Brillon. Il avait fait disposer une petite table sur la terrasse ombragée, avec une bouteille de muscat et 2 verres. La mer en contrebas, le murmure du vent, et cette ancienne diva devenue spectre mondain. Tout contribuait à faire de ce moment une scène que je n'aurais su inventer. Lucette arriva, vêtue de velours défraîchi, les yeux bordés d'un col qui ne dissimulait plus rien. « Vous me voulez pour le décor ou pour les aveux, monsieur Poirot ?» Il sourit doucement. « Pour le souvenir, madame, le vôtre, et celui d'une femme qui ne peut plus parler. » Elle s'assit sans bruit, prit une gorgée, puis une autre, et laissa le silence s'installer. « Isabelle Montfort, » murmura-t-elle enfin. « Voilà un nom que je n'avais pas prononcé depuis 20 ans. » Je restai figé. Poirot ne bougea pas. Il savait que le vin, chez certains, est moins un poison qu'une vérité lente. Lucette se pencha, les doigts tremblants sur la nappe. Elle n'était pas née pour la scène, elle était née pour la mémoire, et la sienne était infaillible. C'est pour ça qu'elle est revenue. Pour se souvenir. Non, pour forcer les autres à ne plus oublier. Et dans cette voix cassée, je sentis vibrer un passé qui n'en avait pas fini de frapper. Lucette baissa les yeux vers son verre, puis reprit, comme si les mots sortaient désormais d'eux-mêmes. Elle s'appelait Isabelle, Isabelle Montfort. C'était une voix, une silhouette, un regard que personne n'oubliait. Quand elle montait sur scène, tout devenait silence, mais pas admiration. C'était autre chose, un malaise, une fascination. Elle hésita, comme pour rassembler les souvenirs dispersés d'une époque révolue. On disait qu'elle avait une beauté froide, une manière de regarder sans cligner. Elle n'était pas faite pour plaire, mais pour déranger. « Et vous ?» demanda doucement Poirot. « Quel lien aviez-vous » J'étais la remplaçante, la doublure vocale, la voix de secours quand elle tombait en silence. Mais elle ne tombait jamais. Même brisée, elle chantait. Elle jouait à faire croire qu'elle allait s'effondrer, puis elle remontait. Elle vida son verre d'un trait. Puis il y a eu cette histoire, ce procès. Elle se redressa légèrement, comme prise d'un dernier élan de lucidité. Elle a fui la scène, a changé de nom, est devenue Clémence Laville, plus légère, plus charmeuse, mais tout ça, ce n'était qu'un rôle. Son vrai nom, son vrai drame, c'était Isabelle. Poirot croisa lentement les bras. Et pourquoi revenir ici? Pourquoi ce théâtre de façade, cette pension? Lucette le fixa, parce qu'elle n'avait pas fini d'interpréter la dernière scène, et qu'elle avait besoin de ses anciens spectateurs. Et moi, en l'écoutant,
Je compris que le rideau n'était jamais vraiment tombé. Lucette s'était tue un instant, et je crus que le fil se rompait. Mais elle reprit, sa voix plus grave, comme si le vin avait libéré une vérité longtemps tue. Elle avait un frère, Julien, plus jeune qu'elle, un garçon doux, pianiste, discret. Il n'était pas fait pour ce monde, trop tendre. Elle marqua une pause. Ils étaient très proches, inquiets l'un pour l'autre. Elle veillait sur lui comme une mère, parfois comme une amante dans les journaux, ce qui fit scandale. Et ce procès, demanda Poirot, le regard plus perçant que jamais. Lucette détourna légèrement la tête. On l'a accusé d'avoir volé une partition à un grand nom, une œuvre inédite. Il disait que c'était à lui qu'il l'avait composée à partir d'un thème qu'il partageait avec Isabelle. Mais personne ne l'a cru. Elle serra les lèvres. Le procès fut public, humiliant. Isabelle tenta de témoigner, mais le juge, un homme sec, inflexible, il détruisit tout. Et Julien? Il s'est suicidé, 2 jours après la condamnation, dans leur ancien théâtre, sur scène. Le silence qui suivit n'était plus celui de la gêne, c'était celui du deuil. Et Isabelle? Elle est morte aussi, ce jour-là. Le reste n'a été qu'un rôle en suspens. Et je vis, dans les yeux de Poirot, que le drame prenait enfin une forme. Une fois Lucette partie, Poirot resta debout un long moment, le regard perdu dans les cyprès du jardin. Puis il me dit calmement « Gaspard Meillon. Il ne s'est jamais présenté comme juge, mais je crois que nous allons vérifier cela. » Il demanda un annuaire, puis passa un coup de téléphone depuis le bureau de la pension. Je l'observais, curieux, tandis qu'il dictait lentement. Meillon, Gaspard, cour d'assises de Paris, année 1905 à 1910. Le retour fut rapide. Un nom confirmé, un procès oublié, et une photo d'archive que Poirot obtint par télégramme. Lorsque nous la reçûmes, il n'y avait plus de doute. Gaspard Meillon, le discret gestionnaire de la pension, avait bien été juge, et il avait présidé le procès Montfort. Je restai un instant, interdit. Il a donc reconnu Isabelle? Poirot secoua la tête. Non, ou plutôt, il s'est convaincu qu'il ne la reconnaissait pas. C'est plus confortable, Hastings. On efface ce qu'on ne veut pas voir. Mais Isabelle, elle, n'avait rien oublié. Et soudain tout s'éclairait. Cette pension n'était pas un hasard. C'était un piège, ou peut-être une scène de réconciliation. Elle n'est pas revenue pour être aimée, murmura Poirot. Elle est revenue pour être regardée, et peut-être pour être vengée. Dans le salon ce soir-là, Poirot me parla à voix basse, comme s'il ne voulait pas troubler l'ombre elle-même. Elle a tout orchestré, Hastings. La pension, les rires enregistrés, le disque, la cassette, les lettres. Vous parlez d'Isabelle? Oui. Clémence n'était qu'une marionnette. Isabelle tirait encore les fils. Elle voulait que Gaspard revienne à ce jour, qu'il se regarde dans le miroir de son propre jugement. Je frémis. Elle a tendu un piège à son juge? Pas un piège, une pièce. Et elle espérait qu'il en devine le sens avant la fin. Mais il n'a rien vu. Alors, elle a forcé le dernier acte. Poirot se leva. Et dans cet acte-là, elle est morte. Mais pas seule. Je restai un moment sans voix. Alors, vous pensez qu'il l'a tuée? Il me regarda avec cette intensité familière. Je pense qu'il a paniqué, devant le cri, devant le souvenir, devant ce qu'il avait fait, et qu'il a voulu l'empêcher de parler une fois de trop. Mais il n'y a pas de preuve. Poirot hocha doucement la tête. C'est pourquoi nous devons l'inviter, demain, à écouter la dernière scène, devant tous. Et soudain, je compris. Le rideau allait tomber. Mais cette fois, ce serait lui, qui resterait seul sur scène. À la demande de Poirot, tous les pensionnaires furent conviés dans le salon,
à 17 heures précises. Aucun motif ne fut donné, aucune promesse non plus. Et pourtant, tous vinrent. Le jour déclinait, et les derniers rayons d'un soleil discret dessinaient des ombres longues sur les boiseries. La pièce semblait figée dans une attente ancienne, comme si elle-même savait qu'un rideau allait se lever sur la vérité. Lucette s'assit la première, le regard voilé d'une fatigue résignée. Arnaud, blême, serrait un carnet vide contre lui. Madame de Rouville gardait son port altier, mais ses mains trahissaient son trouble. Quant à Gaspard Meillon, il entra le dernier, l'œil calme, presque trop calme. Poirot, au centre, prit la parole avec une gravité qu'il n'adopte que lorsque le théâtre devient jugement. « Mes amis, ce que nous allons faire ici n'est pas une accusation, c'est une reconstitution, une pièce, oui, mais sans mensonge et sans rideau pour dissimuler les coulisses. » Il me jeta un bref regard. Je savais qu'il avait préparé cette scène comme on prépare un dernier acte. « Il y a, parmi vous, une vérité que nul n'a osé nommer. Ce soir, c'est elle qui parlera. » Et déjà, il sortait de sa poche les objets qui allaient, un à un, faire basculer le silence. Poirot disposa devant lui, sur une table basse, 4 objets soigneusement enveloppés. Le premier fut un disque vinyle, celui-là même qui résonnait chaque soir dans la pension. Voici le rire, mais pas le vôtre, pas celui de Clémence non plus. Un rire emprunté, choisi, découpé, assemblé. Un rire fabriqué pour rappeler que derrière chaque façade de comédie se cache une note discordante. Puis il sortit un masque de théâtre, fissuré au niveau du front. Trouvé sous le lit de Clémence, ou devrais-je dire, d'Isabelle, un symbole, car elle ne dormait pas, elle répétait. Le troisième objet était une liasse de lettres codées, au bord froissé par l'émotion. Elles ont été écrites par Arnaud, et elles révèlent non pas une liaison honteuse, mais une tentative désespérée d'exister face à une femme qui portait en elle un abîme. Enfin, Poirot sortit la cassette audio, étiquetée « Dernier rire, 1902 ». Et voici l'écho, le cri, le silence, monté de toutes pièces, une scène, une illusion, mais bâtie pour provoquer une réaction. Elle ne voulait pas être crue, elle voulait être sentie, jusqu'à ce que quelqu'un craque. Il s'arrêta, regardant chaque visage tour à tour. Ces objets ne sont pas des preuves au sens judiciaire. Ils sont les instruments d'une mise en scène minutieuse, une tragédie préparée par une femme qui n'avait plus de voix, mais encore beaucoup de choses à faire entendre. Et alors, pour la première fois, Gaspard Meillon détourna les yeux. « Je vais maintenant vous dire ce qu'il s'est réellement passé », déclara Poirot, d'une voix posée. Tous se turent. Seul le tic-tac de l'horloge murale osait encore murmurer. Clémence Laville n'existait pas. Elle n'était qu'un rôle, une couverture derrière laquelle Isabelle Montfort, autrefois comédienne, autrefois sœur d'un jeune homme détruit par un procès, préparait depuis des années le retour de son drame. Il se tourna vers Lucette. « Vous l'avez dit, madame, elle ne chantait plus, elle jouait. » Puis vers Arnaud. « Et vous l'avez senti, vous, sa cruauté douce, son art de manipuler par la tendresse et la douleur. Ce n'était pas de l'amour, c'était une mise en condition. » Il s'avança alors d'un pas. « Mais il y a une pièce manquante dans ce puzzle, et cette pièce, c'est le juge. Celui qui, 20 ans plus tôt, refusa de voir l'humiliation infligée à un jeune homme sincère. Celui qui signa la fin d'une vie sans trembler. » Le silence tomba comme un rideau. « Gaspard Meillon, vous n'avez pas reconnu Isabelle, mais elle n'avait jamais oublié. » Le vieil homme demeura muet, mais son souffle était plus court. « Elle est revenue ici pour vous. Elle a recréé le théâtre,
rejoué les rires, les cris, les masques. Elle vous a tendu un miroir, mais au lieu d'y voir votre passé, vous l'avez brisé. Poirot fit un pas en arrière. Ce n'était pas un crime prémédité, mais ce fut un meurtre, un geste né d'un passé mal digéré et d'un silence trop longtemps entretenu. Et je sus, à cet instant, que le coupable venait d'être désigné. Poirot reprit sans hausser la voix, mais avec une précision qui me glaça. Isabelle savait que vous étiez là, monsieur Meillon. Elle avait lu les registres, elle avait observé votre manière de parler, d'éviter certains noms, certaines dates. Il s'interrompit. Et alors, elle a construit. Une pension comme une scène, une distribution parfaite, une bande-son troublante, un retour en arrière, orchestré par fragments, jusqu'au moment où vous ne pourriez plus fuir. Il fit un geste vers la cassette. Ce cri, ce n'était pas celui de la peur. C'était une dernière provocation, un artifice pour réveiller votre mémoire, pour raviver la sensation du procès, de la salle d'audience, du jugement sans appel. Poirot s'approcha de lui. Elle voulait que vous la reconnaissiez, non pas comme une victime, mais comme un témoin de votre propre lâcheté passée. Gaspard ne parlait toujours pas. Il s'agrippait à l'accoudoir, les jointures blanches. Mais vous avez eu peur, et dans cette peur, vous avez perdu la mesure. Vous avez cru la faire taire une fois de plus. Seulement, cette fois-ci, ce n'était pas un procès, c'était un piège. Un silence étouffant suivit ces paroles. Poirot conclut, les mains jointes. Elle n'a pas voulu vous faire condamner. Elle a voulu vous faire sentir ce qu'elle avait ressenti 20 ans plus tôt. Et ce que vous lui avez refusé alors, l'écho de la justice intérieure. Et cette fois, dans les yeux de Gaspard, je vis l'éclat d'une mémoire qui s'effondre. Poirot ne quitta pas Gaspard des yeux. Et, avec une douceur presque douloureuse, il entama la dernière reconstitution. Ce soir-là, Clémence, ou plutôt Isabelle, vous a convoqué, volontairement ou non. Vous avez frappé à sa porte. Elle vous a laissé entrer. Gaspard ferma les yeux. Elle vous a parlé, probablement à mots couverts. Elle y a dû évoquer Julien. Peut-être a-t-elle chanté ce thème qu'il partageait. Peut-être a-t-elle même placé sur le piano un objet du passé, une partition, une photo, quelque chose que vous aviez oublié, mais qui, soudain, vous a submergé. Il parlait bas, mais chaque mot semblait résonner dans les murs. Et là, vous avez senti ce que vous refusiez depuis 20 ans, la honte, le doute, le poids de ce que vous aviez jugé sans comprendre. Et vous avez eu peur, non pas d'elle, mais de vous-même, de ce que vous alliez voir dans ses yeux. Poirot fit une pause. Alors, dans un moment de panique, vous avez voulu étouffer cette voix, peut-être avec un foulard, peut-être avec vos mains. Vous n'avez pas prévu de tuer, mais vous l'avez fait. Le vieil homme avait les épaules voûtées, et ensuite, vous avez mis en scène l'apparence d'un départ naturel. Vous avez remis la chaise, replacé les objets, puis vous êtes sorti, et vous avez laissé tourner le disque. Poirot se tourna vers nous tous. Un disque de rire, pour couvrir un dernier souffle. Voilà toute l'ironie tragique. Personne ne parlait. Et moi, je compris alors que le crime n'avait pas été prémédité. Il avait été réveillé par le fantôme d'un jugement mal rendu. Le silence qui suivit fut d'une densité presque douloureuse. Puis, lentement, Gaspard Meillon se leva. Il tenait encore l'accoudoir, comme un homme s'extirpant d'un cauchemar éveillé. « J'ai jugé un homme, dit-il, sans entendre sa musique, sans écouter sa sœur. J'ai cru faire ce que la loi exigeait, mais je n'ai jamais eu le courage de relire ce dossier. » Il regarda Poirot, les yeux brillants. Elle m'a reconnu, dès le premier jour. Elle ne m'a rien dit. Elle a tout fait pour que je me souvienne. Et moi,
J'ai reculé. Il prit une inspiration, difficile. Cette nuit-là, elle m'a montré un manuscrit, une partition, le même motif que celui du procès. Elle m'a demandé « Et si c'était vrai ?» Il ferma les yeux. Et je n'ai pas pu le supporter. J'ai voulu l'arrêter, la faire taire, juste un instant, juste qu'elle cesse. Il s'effondra sur le fauteuil. Ce n'est pas elle qui a tué mon sommeil, c'est moi. Poirot s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. La justice humaine punit. La conscience, elle, condamne. Et ce fut ainsi que le silence, enfin, reprit sa place. Mais un silence sans dissimulation, un silence d'aveu. Je suis resté là, figé dans le fauteuil de velours, longtemps après que Poirot se fût levé. Tout autour de moi, le salon semblait suspendu à un souffle invisible, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur respiration. Je repensai à tout ce que nous venions de vivre, à cette femme d'abord, à Isabelle Montfort. Elle n'avait pas crié pour accuser, elle avait orchestré un murmure, subtil, perfide, destiné non pas à punir, mais à faire raisonner. Elle ne cherchait pas le scandale, ni même la pitié. Elle exigeait, en silence, d'être entendue. Le rire enregistré, que j'avais d'abord jugé presque grotesque, prenait à présent une teinte funèbre. Il n'était pas là pour provoquer la peur. Il servait à habiller le silence, à éviter le vide. Et dans ce vide, moi aussi, j'avais été complice. Ce n'est pas le rire qui tue, murmurai-je à moi-même, mais ce qu'il couvre, ce qui l'empêche d'éclore. Je me sentais submergé par une mélancolie douce. Les souvenirs ne faisaient pas de bruit, mais ils pesaient. Je me rappelais les gestes discrets de Poirot, sa façon de manipuler les indices comme un chef d'orchestre sourdement révolté par la dissonance d'un passé mal réglé. Nous avions résolu une énigme, oui, mais à quel prix? Une vie avait été fauchée, non par haine, mais par une émotion trop longtemps étouffée. Et peut-être que c'était cela, le véritable danger, le silence, celui que l'on tait, celui que l'on remplace par des rires enregistrés, des politesses, des masques. Je baissais les yeux vers mes mains jointes, moi qui croyais comprendre les hommes. Je venais de découvrir qu'un silence bien joué valait parfois toutes les confessions du monde. Poirot, resté seul un instant dans le salon, avait inséré le disque dans le vieux tourne-disque une dernière fois. Il ne prononça pas un mot. Il écoutait. Le rire emplit de nouveau la pièce, identique, mécanique, insensible. Mais cette fois, je crus y percevoir une tonalité différente, non dans le son lui-même, mais dans ce qu'il évoquait, comme si chaque éclat du rire portait, en contrepoint, l'écho d'une détresse ancienne. Le disque tournait lentement, crissant parfois, fatigué par les écoutes répétées. C'était là, peut-être, le plus fidèle reflet d'Isabelle Montfort. Un enregistrement précis, obstiné, traversé de blessures inaudibles. Poirot ne bougeait pas. Il observait le centre du disque, cette tache noire en rotation constante, comme un œil aveugle guettant les fautes humaines. Puis, il dit, tout bas, elle n'a jamais voulu faire pleurer, seulement se faire entendre. Dans le silence, elle criait, mais nul ne savait l'écouter. Le disque acheva sa boucle, l'aiguille grésilla, un instant avant de s'arrêter, figé, inutile. Et dans cet arrêt, il y eut quelque chose d'étrangement libérateur, comme si le mensonge lui-même avait cessé de tourner. Je regardais Poirot. Il semblait fatigué, presque vieilli, mais dans son regard brillait une forme de paix grave, celle de l'homme qui, même trop tard, a offert à un fantôme ce qu'il demandait, une oreille humaine. Le disque ne tournerait plus. Et peut-être, enfin, le silence allait-il redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, un repos. Le lendemain matin, la pension ressemblait à une maison de fin de saison.
Non qu'elle fût en désordre, au contraire, tout semblait rangé avec une précision presque affectée. Mais il y avait cette atmosphère étrange, propre au lieu, ayant trop vu, trop entendu. Les pensionnaires faisaient leur bagage. Certains avec hâte, d'autres avec une lenteur méditative. Lucette, d'un pas discret, remercia Poirot d'une voix brisée. Elle tenait un carnet à la couverture de cuir. Je crus y deviner des notes, peut-être un début de journal, peut-être une manière, pour elle aussi, de poser des mots sur le silence. Madame de Rouville, toujours digne, jeta un dernier regard au jardin. Elle n'avait rien dit depuis la veille, mais dans son port, il n'y avait plus l'arrogance d'autrefois, seulement la lassitude de ceux qui comprennent trop tard la profondeur des tragédies voisines. Arnaud, quant à lui, n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à brûler ses lettres. Nous l'avions vu, depuis la fenêtre, dans un coin du jardin, allumant un feu discret. Peut-être espérait-il effacer les preuves de son propre rôle, même involontaire, dans le drame. Et Gaspard Meillon, il avait été emmené sans menottes, sans cri. Les autorités, prévenues par Poirot, avaient agi avec cette discrétion que seul le véritable remords impose. Il n'avait opposé aucune résistance. Le théâtre s'était vidé. Chacun repartait avec ses fantômes. Mais je savais, au fond de moi, que le plus lourd n'était pas le crime. C'était ce qu'il révélait de chacun, une faille, une brèche. Un rideau s'était baissé, non sur une scène, mais sur une illusion. La maison était désormais vide. Il ne restait plus que nous deux, Poirot et moi. Le salon, habituellement si plein de murmures, résonnait d'un calme épais, presque pesant. Je m'approchai du piano. Là, posé avec une délicatesse qui semblait posthume, reposait le masque brisé. La fissure centrale semblait souligner une expression que je n'avais pas remarquée auparavant. Une moue douce, amère, comme si le masque, même inerte, avait quelque chose à dire. « C'est là qu'elle l'a laissé », murmura Poirot. Elle savait qu'il serait vu, elle voulait qu'il reste. Je ne pus m'empêcher de frissonner, car dans cet objet, tout se résumait, le théâtre, le mensonge, la douleur, et cette vérité tragique que seule la mort avait su faire entendre. Poirot s'assit à mes côtés. Il y a des crimes, Hastings, qui ne cherchent pas à cacher. Au contraire, ils dévoilent. Et plus encore que la main qui frappe, c'est l'âme qui saigne. Je demeurai silencieux. Mes pensées allaient vers Isabelle, vers ce qu'elle avait préparé, imaginé, souffert. Le piano, muet, semblait garder le souvenir de son dernier chant. Aucun son n'en sortait, mais je crus entendre dans mon esprit les premières notes d'un prélude inachevé. « Le masque est tombé », dit Poirot, « mais ce qu'il couvrait, nous ne le verrons jamais totalement. » Je me levai. « Et pourtant, dis-je doucement, ce que nous avons entrevu suffit à comprendre. Il ne s'agissait pas seulement de justice, mais d'un besoin viscéral d'exister dans les yeux de celui qui avait jadis détourné le regard. » Poirot acquiesça. Elle a transformé la pension en scène, et le silence en cri. C'était là son chef-d'œuvre. Nous quittâmes la pièce, laissant le masque derrière nous. Mais je sus, dès cet instant, qu'il ne serait jamais vraiment seul. Il attendrait, comme tous les souvenirs trop forts pour s'effacer. Parfois, ce ne sont pas les crimes qui nous hantent le plus, mais les vérités qu'ils réveillent en silence. Et vous, auriez-vous su distinguer la vengeance du chagrin derrière ce masque brisé? Si cette enquête vous a touché, likez la vidéo, laissez votre réponse en commentaire, abonnez-vous et partagez cette histoire avec d'autres amateurs de mystère. Car certaines ombres, même résolues, continuent de murmurer longtemps après le dernier mot.